Donc, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Alors, bonjour, bienvenue au Créval, dans ce superbe salon virtuel là, que vous pouvez voir derrière moi. Donc, je me présente très rapidement, Alexandra Schilt, conseillère en transfert de connaissances pour le Créval. Alors, au programme aujourd'hui, un webinaire qui s'intéresse à la relation entre les conditions économiques d'un territoire et le décrochage scolaire. Donc, en d'autres mots, il s'agira de voir si les conditions économiques d'un territoire, donc en l'occurrence, les conditions économiques du territoire lanaudois peuvent avoir une influence sur le processus du décrochage scolaire. Ce sera un sujet qui sera sans aucun doute très intéressant, d'autant plus qu'il est relativement peu étudié donc dans la littérature scientifique. Marie-Chantal pourra donc vous en parler davantage. Sinon, j'aimerais tout de suite d'ailleurs la présenter, Marie-Chantal. Donc, nous sommes heureux de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Marie-Chantal Bouchard, qui est titulaire d'une maîtrise en sociologie. Elle est aussi bien connue dans la région car elle est coordonnatrice de la Maison des jeunes du Grand Joliette depuis 2007. J'aimerais prendre aussi un petit instant pour remercier nos nombreux partenaires financiers. Donc, notre partenaire financier principal pour cet événement est le Centre régional universitaire de Lanaudière. Donc, j'aimerais saluer au passage Mme Véronique Ben et M. Pierre-Luc Belrose. Et j'aimerais aussi, bien sûr, remercier tous ces autres partenaires très précieux pour le CREVAL que vous pouvez voir justement à l'écran, donc qui contribuent à la réalisation donc, de la mission générale du CREVAL. Avant de laisser la parole à Marie-Chantal, deux, trois petites informations techniques. Donc, vos micros sont coupés. Ils le seront jusqu'à la fin, donc c'est tout à fait normal. Pour commenter, pour poser des questions, donc il faut utiliser la fonction Q et R dans le bas de votre écran. Vous pouvez le faire à tout moment, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin pour poser des questions. Cependant, c'est seulement à la fin donc qu'on prendra les questions du Q et R pour les poser à Marie-Chantal. Notez aussi que, bien sûr, le webinaire est enregistré à des fins d'archivage, mais aussi pour rediffusion sur notre site web par la suite, sur le site web du Créval. Et puis, vous recevrez plus tard, d'ici la fin de la journée, le lien, bien sûr, pour revoir la présentation, mais aussi le fichier PowerPoint que Marie-Chantal utilisera pour sa présentation, donc qui va suivre à l'instant. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Marie-Chantal qui va nous présenter donc, sa conférence pendant 30 à 40 minutes. Et ensuite de ça, on se revoit à la fin pour la période des questions. Alors, merci et bon webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à ce webinaire. J'aimerais d'abord remercier le CREVAL et le CRUL pour cette opportunité de vous présenter les résultats de mon mémoire de maîtrise. La sociologie a pour objet d'étude les relations entre les différents phénomènes de la société. J'ai pour ma part choisi d'étudier les relations entre la situation économique et le décrochage scolaire. Mes nombreuses expériences en tant qu'intervenante à la Maison des jeunes, mais aussi comme enseignante dans une école familiale rurale, qui est une école alternative, m'ont donné le privilège d'avoir de nombreuses conversations avec des jeunes au sujet de l'école et de l'emploi. Ces discussions m'ont amené à re-questionner le discours dominant, à savoir est-ce que le décrochage est vraiment un choix? Et une fois qu'on a décroché, qu'on est sans diplôme, est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas accès à l'emploi? Une revue de la littérature m'a permis de dégager 3 constats. D'abord, les facteurs facilitateurs du décrochage sont multiples. Il peut s'agir d'expériences scolaires ou extrascolaires. Quand on pense au scolaire, on peut penser à la qualité de l'enseignement, aux relations avec le personnel de l'école, à la qualité aussi du support académique et aussi le milieu physique et ce qu'il inspire aux jeunes. Pour ce qui est des expériences extrascolaires, on peut penser au milieu de vie, au contexte familial, aux relations avec les pairs ou encore aux défis et capacités du jeune en question. Le deuxième constat, c'est que ces facteurs facilitateurs-là peuvent avoir des effets différentiels selon le genre. Alors, par exemple, plusieurs études l'ont montré que la motivation, les attentes des parents envers leurs enfants, les obligations parentales et la perception des échecs sont autant de facteurs qui vont varier selon le genre. Finalement, que le décrochage est un processus. Ce n'est pas un acte isolé dans le temps,
mais bien le résultat d'une série d'événements et d'expériences qu'aura vécu le jeune dans sa vie. Tout ceci m'a amené à ma question générale de recherche suivante. Est-ce que les conditions économiques relatives à l'emploi exercent une influence dans le processus menant au décrochage scolaire, soit de quitter l'école avant l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification? Alors, pour répondre à cette question, j'ai opté pour une recherche à 2 volets. Un volet quantitatif qui permet de dégager les grands constats. Il s'agissait là, pour moi de vérifier s'il y avait une relation entre l'économie et le décrochage, à savoir les vecteurs économiques, le taux d'emploi et le taux de chômage, et les vecteurs scolaires, le taux de décrochage et le taux de diplomation et de qualification. J'ai analysé les statistiques au niveau du Québec, de la région de la Naudière et aussi de 2 MRC, l'une au nord, la Matawini, et au sud, les Moulins. J'ai ensuite dressé un portrait de ces 2 MRC-là pour connaître les opportunités d'emploi et fait un sondage téléphonique auprès des entrepreneurs à savoir s'ils étaient ouverts à l'embauche des non-diplômés. La partie qualitative, elle permet de mettre en lumière les différentes nuances, de mieux comprendre ces relations. J'ai donc effectué des entrevues semi-dirigées en lien avec l'emploi et la scolarité avec des jeunes décrocheurs. Les faits saillants au niveau de l'analyse quantitative, c'est qu'il existe effectivement une relation entre les vecteurs économiques et les vecteurs scolaires, et plus particulièrement entre le taux d'emploi et le taux de qualification et de diplomation. C'est une relation qui n'est pas de cause à effet, mais bien une relation linéaire, inversement proportionnelle, c'est-à-dire que plus il y aurait d'emplois, moins les jeunes obtiendraient de diplômes. Cette relation va aussi varier selon le territoire. Elle est plus importante dans la Naudière que dans le reste du Québec et plus importante dans le nord de la Naudière que dans le sud. Cette disparité entre le nord et le sud s'observe également au niveau des portraits des entreprises qui sont présentes dans les 2 MRC. Alors, en Matawini, 66% des entreprises là, œuvrent dans le secteur du tourisme. Ce sont de petites entreprises là, de généralement moins de 5 employés. Dans les moulins, c'est plutôt le secteur des services qui prédomine et il y a absence d'agriculture et de foresterie, contrairement à la Matawini. La répartition des entreprises dans les moulins est beaucoup plus égale. Ça va de petites, moyennes entreprises jusqu'à de grandes entreprises là, de plus de 250 employés. J'ai également trouvé pertinent là, de vérifier l'accessibilité à ces emplois-là. Évidemment, la Matawini, avec son grand territoire, le moindre nombre d'entreprises et le service de transport qui est plus ou moins adéquat, là, va faire en sorte que l'accès à l'emploi va être moindre. Le sondage auprès des entrepreneurs a montré là, que la grande majorité sont ouverts à l'embauche des non-diplômés. En moyenne, 67% pour les 2 MRC, mais ça peut aller jusqu'à 83% dans la MRC au nord, en Matawini, ce qui pourrait s'expliquer là, par une grave pénurie de main-d'œuvre. Il y a donc une relation entre l'économie et le décrochage, des opportunités d'emploi qui vont différer selon le territoire et des opportunités qui sont ouvertes aux non-diplômés. Il s'agissait maintenant de savoir si ces opportunités-là entraient en ligne de compte là, dans le processus de décrochage scolaire. Pour la partie qualitative, j'espérais recruter à parité de genre et de MRC d'origine. Malheureusement, là, le recrutement a été mon talon d'Achille. On se rappelle là, que quand c'est des mineurs, c'est plus difficile. Et puis, ces jeunes-là ne sont pas facilement rejoignables. J'ai réussi à recruter 12 personnes âgées entre 18 et 33 ans, 5 filles et 7 garçons. Au moment de l'entretien, la majorité d'entre eux, ces 8 jeunes sur 12, étaient soit en démarche ou déjà de retour sur les bancs d'école. Pour les 4 autres, c'était soit plus une option ou ça n'avait jamais été une option du tout. Sur les 12 personnes, seulement 2 ont fait leur scolarité dans la même MRC que leur recrutement, ce qui fait que ça m'a empêché de faire la comparaison souhaitée entre les 2 MRC.
Les faits saillants au niveau de l'analyse qualitative, c'est que les perspectives d'emploi n'entrent pas en ligne de compte dans le processus menant au décrochage. Aucun des jeunes n'avait a priori là, évalué la situation économique avant de quitter l'école. Et il y a un seul jeune là, qui a quitté pour une raison d'emploi. Si les perspectives d'emploi n'entrent pas en ligne de compte, ça ne veut pas dire que l'économie n'a pas un impact. Bien au contraire, on observe que l'économie va avoir un impact plutôt au niveau des inégalités sociales et de la défavorisation. Alors, plusieurs études ont montré que le décrochage scolaire là, est plus important dans les milieux défavorisés. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté. Là, il y a quelques jeunes de notre échantillonnage qui ont dû subvenir à leurs propres besoins ou participer à ceux là, de leur famille, ce qui a nui à leur scolarité ou carrément arrêté leurs études. Le facteur de l'emploi va devenir très important suite au décrochage. Ça va devenir un facteur qui peut être une démotivation ou encore là, une source d'angoisse. On a par exemple là, ce papa d'une petite fille de 4 ans, sa petite fille lui demande « Qu'est-ce que tu vas faire, papa, là, quand tu vas être grand? » Papa, il est déjà grand, puis papa, il n'a pas l'impression d'avoir rien réalisé dans sa vie. Ce qui m'explique, c'est que oui, je sais faire plein de choses, mais il n'y a rien que je sais faire de A à Z. Et d'un autre côté, cette jeune fille là, qui a eu des problèmes majeurs, tant au niveau familial que scolaire, qui maintenant n'est même plus capable d'envisager obtenir un emploi ou occuper un emploi à temps plein sans faire une crise d'anxiété. À partir des histoires de ces jeunes-là, j'ai ressorti une typologie de ces jeunes-là. Alors, 3 types de jeunes. On a les persévérants non diplômés. Ce sont des jeunes qui sont demeurés à l'école jusqu'à l'âge maximal de 18 ans et qui n'ont pas obtenu de diplôme. C'est 3 jeunes sur 12. Il y en a un, par contre, qui a obtenu une qualification, de sorte qu'il ne pourrait pas là, être considéré comme un décrocheur, puisque le décrochage, c'est la sortie du secondaire sans qualification ni diplôme. Ensuite, on a les contraints au décrochage. Alors, c'est des jeunes qui sont sortis de l'école à cause d'une contrainte extrascolaire. Et finalement, c'est 2 jeunes sur 12. Et finalement, les sortants volontaires, ce sont les jeunes là, qui sont sortis pour 2 raisons, l'attrait pour l'emploi et le désengagement. C'est 7 jeunes sur 12. Alors, la figure suivante illustre là, cette typologie-là. Alors, d'un côté, nous avons les 3 persévérants. De l'autre, nous avons les 9 non persévérants. Parmi ceux-ci, les 2 qui sont contraints au décrochage, ce sont les départs non volontaires. Alors, pour un, c'est un processus de judiciarisation qui l'a sorti de l'école. Et pour le second, c'est son père qui l'a sorti de l'école pour qu'il puisse aider à subvenir aux besoins de la famille. En ce qui concerne les 7 autres qui sont des sortants volontaires, 2 raisons qui ont motivé leur sortie, l'emploi, c'est un jeune sur 12. Ce jeune-là s'est rendu jusqu'en secondaire 4. C'est un jeune qui n'avait aucune difficulté à l'école, mais lui, son modèle parental, c'est un père entrepreneur en construction qui a réussi dans la vie. Et pour lui, là, son plan de vie, c'est le travail. L'école, c'est un obstacle à la réalisation de son plan de vie, donc il a quitté l'école. Et c'est un jeune qui se qualifie de travaillant. Il n'a jamais eu de problème à avoir d'emploi et même des emplois là, assez bien rémunérés. De l'autre côté, les 6 autres sont sortis de l'école pour une question de désengagement. 2 facteurs vont agir là, au niveau du désengagement. Ils peuvent agir de concert ou de façon isolée. C'est les difficultés académiques et l'intimidation. Au niveau de l'intimidation, il y a ici encore 2 voies possibles. Alors, on a d'un côté les victimes potentielles qui vont devenir des intimidateurs afin de se protéger. Ils vont donc adopter les comportements associés, c'est-à-dire le refus de l'autorité, la confrontation, le désengagement dans leurs études et ce qui va mener à des échecs et encore plus de désabusement. Alors, on a un des jeunes qui nous expliquait là, que dans sa gang, lui, c'était valorisé d'être mauvais à l'école. C'était une espèce de compétition du plus cancre de la gang. Et tu étais populaire là, si tu avais des mauvaises notes. Pour ces jeunes-là, en fait,
l'école est carrément inutile et on la quitte là, sans trop se poser de questions en pensant que tout va aller bien là, par la suite. D'un autre côté, on a les jeunes qui sont victimes réelles d'intimidation, que ce soit physique ou psychologique ou encore les deux. Des jeunes pour qui l'école est un enfer, qui peut les mener à des problèmes de santé mentale et même à des tentatives de suicide. Cette situation-là va amener des pertes de concentration, manque de sommeil, va avoir un effet sur les notes, évidemment. C'est un cercle vicieux. Et si le jeune avait déjà des problèmes au niveau académique, là, ça ne fait juste qu'exacerber la situation. Ces jeunes-là vont quitter l'école pour une question de survie. D'ailleurs, dans notre échantillonnage, 2 des jeunes disaient que leurs parents ont appuyé leur départ, des parents complètement dépassés par la situation, qui n'avaient aucun moyen là, d'empêcher leurs jeunes de souffrir autre que de les sortir de ce milieu. Ma typologie a le désavantage d'être assez réductrice parce qu'elle ne permet pas de voir les interrelations entre ces différents facteurs-là. La figure suivante là, va les montrer davantage. Alors, on voit ici, par exemple, que 8 jeunes sur les 12 avaient des difficultés familiales. Parmi ces 8-là, 6 avaient en plus là, des difficultés au niveau académique. Et s'ajoute à ça la judiciarisation ou l'intimidation, etc. Alors, à l'analyse de ces parcours de vie-là, après avoir entendu ces jeunes-là, ça m'a re-questionné sur l'usage des termes persévérants et décrocheurs. Ce que j'ai observé, ce ne sont pas des jeunes non persévérants, c'est plutôt des jeunes très résilients qui sont demeurés à l'école longtemps malgré tous les écueils et les obstacles. Du côté du terme décrocheur, c'est un terme qui a une connotation négative et qui laisse entendre que c'est un choix de décrocher, alors que ce qu'on a constaté, c'est que pour une majorité d'entre eux, on est contraint au décrochage ou on quitte l'école pour une question de survie. D'ailleurs, ces jeunes reprochent 2 choses à l'institution. La première étant qu'elle n'a pas offert le support adéquat, que ce soit au niveau du soutien académique ou du soutien par rapport à l'intimidation. La deuxième chose qu'ils reprochent à l'institution, c'est de leur avoir fait gravir les échelons sans qu'ils aient les acquis académiques. Par exemple, ce jeune qui a été à l'école jusqu'à ses 18 ans, qui a obtenu sa qualification, quand il a fait son retour aux études, il a été déclassé en 2e année du primaire. Imaginez-vous, là, vous avez 24, 25, 26 ans et on vous dit, bien, vous devez refaire l'entièreté de votre scolarité. Pour la plupart des jeunes, là, c'est trop. C'est ça qui va mettre un frein là, à leur retour aux études. Alors, en conclusion, mon approche était originale. Alors, plutôt que d'observer les effets du décrochage sur l'économie, j'ai plutôt observé qu'est-ce que l'économie avait comme impact dans le processus menant au décrochage. Avec une approche aussi à 2 volets, qualitative et quantitative, pour dégager les grands constats et aussi mettre à lumière les petites nuances. Cette combinaison-là m'a permis de mettre en lumière là, que quand on observe un territoire d'une façon trop large, on passe à côté des particularités territoriales au niveau des MRC. Ça a aussi démontré une fois de plus l'hétérogénéité des parcours de ces jeunes-là et l'impact de la famille et de l'institution dans leur parcours menant au décrochage. Alors, je vous remercie de votre attention. Vous avez ici le lien vers le mémoire intégral et je passerai maintenant la parole à Alexandra. Merci Marie-Chantal. Donc, une présentation un petit peu plus courte finalement. Donc, on va avoir plus de temps pour les questions et les commentaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le bas de l'écran. J'en vois une tout de suite. Donnez-moi un instant. Non, alors ça, ce n'est pas une question. Merci, très instructif. Écoutez, le temps que je vous laisse pour penser à des questions, moi, j'ai noté plusieurs choses, Marie-Chantal, si tu veux bien.
Je vais te poser une question par rapport à ce que tu as dit au début. Donc, on a bien compris que les conditions économiques pouvaient participer donc au décrochage, mais c'était quand même une participation là, toute relative, là, si je puis dire, parce que tu disais que c'était quand même une relation beaucoup plus linéaire et non de cause à effet. Je pense que c'est autour de la diapositive 2 ou 3 là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus sur ce que tu entends par une relation plus linéaire que de cause à effet, là, quand tu parles de l'influence de l'économique là, sur le processus du décrochage? Ben, en fait, c'est que c'est plutôt le facteur de prédiction. Alors, si le taux d'emploi va être élevé, le facteur de prédiction du taux de décrochage, de qualification, de diplomation va être plus bas. Alors, quand on dit que ce n'est pas la cause, ce n'est pas le taux d'emploi qui va causer le décrochage, mais il y a un lien entre les deux et qui est inversement proportionnel. D'accord, OK. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont dans le Q&R qui demandent s'ils peuvent poser des questions. Donc oui, tout à fait, c'est là pour ça. Juste utiliser donc la zone Q&R pour écrire vos questions, puis nous, on va les poser directement à Marie-Chantal. Comme je l'expliquais au début, il ne faut pas essayer de rétablir le son. Là, le son est volontairement coupé. Donc, juste poser vos questions à Marie-Chantal. Donc, une question, je trouve intéressante, donc Marie-Chantal, je trouve intéressante l'analyse selon les genres. Est-ce que vous avez d'autres conclusions par rapport à ça? Donc, peut-être revenir un petit peu au début. Là, je pense que c'était quand tu parlais de la revue littérature, tu disais qu'il y avait trois grands constats. Peut-être juste revenir un peu sur la question des genres. En fait, au niveau statistique, on n'est pas arrivé à une conclusion claire quant à la relation avec les genres. Parce que selon la MRC, on avait des résultats contradictoires. Donc, dans une MRC, les filles étaient plus influencées par le taux d'emploi, alors que dans une autre, c'était l'inverse. Par contre, dans les récits de vie, on s'est aperçu que la relation avec l'emploi était différente au niveau du genre et par rapport aux pressions sociales, par rapport aussi à tout ce qui touche à la perception des échecs. Alors, les filles seraient plus affectées par leurs échecs que les garçons. Et il y a une certaine demoiselle qui nous disait, entre autres, être attirée par des métiers aussi plus masculins et que son entourage l'avait carrément découragée là, d'aller dans ces domaines-là. C'est plus à ces niveaux-là, l'influence de la société et de la famille là, sur les jeunes là, qu'on a vu cet aspect-là. D'accord. Une question aussi, on veut savoir à quelle période l'étude a été faite. C'est une très bonne question. 2019, 2020. D'accord. Une autre question ici. Donc, beaucoup de commentaires sur la présentation, intéressant. Merci beaucoup. Donc, je te passe le message, Marie-Chantal. Alors, présentation très intéressante ici, en lien avec ce que l'on vit. Nos jeunes décrocheurs sont plus nombreux et c'est inquiétant. Merci beaucoup. J'essaie de voir s'il y a des questions ici. OK, il semblerait qu'il y ait une personne qui veuille poser une question, mais qui n'y arrive pas. Donc, je vais peut-être laisser Caroline voir si elle peut l'aider. Pendant ce temps-là, je vais te poser une autre question à Marie-Chantal. Il y a certaines personnes qui ont dû réagir aussi en voyant le fort taux d'entreprises qui seraient prêtes à embaucher ou qui embauchent là, de manière régulière des jeunes sans diplôme. Donc, tu disais que dans certaines zones lanaudoises, dans le nord, surtout dans la MRC Mataouni, ça pouvait aller jusqu'à 83 J'aimerais peut-être en savoir un peu plus sur cette enquête-là que tu as fait auprès de ces entreprises-là. Quel genre de questions tu leur as posées pour arriver à cette conclusion, pour pouvoir dire que les entreprises étaient prêtes ou invitées ou incitées à embaucher des jeunes sans diplôme? En fait, moi, je suis allée via les chambres de commerce. J'ai répertorié toutes les entreprises et je les ai toutes contactées pour qu'ils répondent au sondage. Je suis arrivée avec, au niveau des moulins, j'avais 227 entreprises et pour la Matawini, j'en avais 43.
Des 227 dans les moulins, j'en ai 147 qui ont accepté de répondre au sondage. Et pour la Matawini, c'est 29 sur 43. Ce que je leur demandais, c'est s'ils étaient ouverts à l'embauche des jeunes non diplômés, quel poste ils leur offraient. Est-ce que c'était du temps partiel, du temps plein, les deux? Est-ce qu'au sein de leur entreprise, là, il y avait aussi des possibilités de formation? Et puis, au niveau du référencement, quand ils étaient en embauche, est-ce qu'ils préféraient embaucher des gens qui étaient référés directement par des employés à l'interne? Les entreprises étaient ouvertes à l'embauche des non-diplômés. Il faut faire attention, par exemple, on sait avec Oser Jeunes qu'on veut privilégier là, les études par rapport au travail. Ça ne veut pas dire parce que je suis un entrepreneur qui embauche un non-diplômé que j'interfère avec ses études, parce qu'il faut penser que les jeunes travaillent l'été et aussi quelques-uns ont des emplois à temps partiel. Le problème, c'est qu'une fois que le jeune est embauché, il peut avoir envie de rester en emploi et de quitter les études. C'est ça le problème. Évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est certain que les entreprises vont essayer d'augmenter les salaires aussi. Donc, ça devient un enjeu, la pénurie de main-d'œuvre pour la continuité des études. Je ne me rappelle pas de ta question, je ne sais pas si j'y ai répondu. Oui, oui, tu réponds très bien. Dans le fond, on comprend, si je résume rapidement, que le problème n'est pas tant de les embaucher, mais que de les garder. Donc, c'est ce qui fait des fois qu'ils sont peut-être incités à ne pas poursuivre leurs études puis à décrocher. C'est comme Tout ça à que je fait. l'ai Puis compris. en Matawini, notamment, là, avec la venue là, d'usines de graphisme, là, les entrepreneurs étaient vraiment inquiets parce qu'elles drainaient tous les employés avec des très bons salaires. Là. Fait que c'était une des raisons aussi là, qui exacerbait la pénurie de main-d'œuvre. D'accord. Une question ici. Oh, ça, c'en est une costaude. Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Qu'est-ce que tu vois comme solution pour corriger la situation dans les institutions scolaires? Euh, Moi, je pense on doit tenir compte des jeunes qui ont des difficultés et aller par une approche individuelle. Chaque jeune a son histoire de vie, chaque jeune a des besoins particuliers. Je pense que les jeunes qui montrent des retards ou des difficultés devraient, au moins au secondaire, être accompagnés en individuel. Il me semble qu'à Thérèse Martin, il y avait, ou à Bateau, là, je ne me souviens plus, mais je pense qu'il avait adopté justement une approche où chaque jeune qui était en difficulté à l'entrée au secondaire avait un double tutorat qui lui permettait d'avoir un suivi plus serré et de répondre à ses besoins. C'est évident qu'il y a des besoins, par exemple, si je pense, c'est plus au niveau de la maison des jeunes, mais on avait un jeune qui avait des problèmes de surdité, ben, l'école était à Montréal. Donc, pour lui, là, c'était du transport à n'en plus finir et un réseau d'amis qui était à 200 km de chez lui. Là. Fait que ça, c'est des services plus particuliers, mais on sait qu'il y a un problème au niveau des professionnels. Il va falloir à un moment donné que le gouvernement fasse en sorte de reconnaître l'expertise de ces gens-là et leur offrir des meilleures conditions de travail là, parce que la pénurie va continuer. D'accord. J'ai un commentaire ici de Marie-Ève et une question. Donc, je commence par le commentaire. Donc, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en alphabétisation populaire à la boîte à lettres de Longueuil. On travaillait uniquement avec des jeunes ayant décroché. On avait un regard assez sévère quant au système scolaire et on estime que plus souvent qu'autrement, ce ne sont pas les jeunes qui décrochent, mais bien le système qui décroche de leur mission face à ces jeunes. Seriez-vous d'accord avec cette affirmation? Votre étude semble confirmer cette idée. Donc, est-ce que tu Euh, serais d'accord avec cette affirmation-là, que c'est davantage le système qui décroche de leur mission que les jeunes qui décrochent de l'école? Je n'aime pas tellement les généralisations pour ma part. Je pense que, comme je disais, c'est vraiment des parcours très hétérogènes. La famille a aussi un grand impact. Quand on voit des jeunes qui ont fait 7, 8, 14 familles d'accueil, qui ont changé de commission scolaire 3 fois dans 3 ans, on comprend aussi là, que pour le jeune, c'est difficile à suivre. Fait il n'y a pas juste le système scolaire qui est à réviser, mais toutes
La santé et services sociaux, là, au niveau des jeunes, on l'a vu avec la débâcle au niveau du centre jeunesse, là, il y a quelque chose à corriger de ce côté-là aussi, là. Je ne mettrais pas toute l'emphase sur l'école, je mettrais sur l'ensemble de l'œuvre. Oui, l'importance de la nuance aussi. OK, j'ai une autre question ici. Bravo Marie, donc quelqu'un qui semble bien te connaître. Crois-tu que la rareté de la main-d'œuvre entraînera davantage le décrochage? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ça va dépendre je sais que dans la Matawini, ils ont fait un comité ad hoc pour essayer de remédier à la situation. Ça va dépendre des options qu'ils vont prendre. Moi, je pense qu'il y aurait moyen de faire une espèce d'intermédiaire avec des situations où un jeune pourrait être à l'emploi et aux études en même temps. Je ne sais pas s'il y aurait des ouvertures au niveau de l'école pour permettre aux jeunes de gagner sa vie tout en poursuivant ses études. Et il faut que ce soit un travail qui se fait en collaboration école-entreprise, là. Je pense que c'est ça la solution. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, ben, malheureusement, là, il va falloir aussi qu'on reconnaisse les diplômes des immigrants parce que plusieurs sont déclassés. On ne reconnaît pas leur diplôme alors qu'ils pourraient très bien travailler là, avec un ajustement à moyen long terme. D'accord. J'ai une autre question ici. Outre un meilleur soutien académique et psychologique, entre parenthèses intimidation, de la part de l'école, est-ce que les jeunes rencontrés ont identifié d'autres formes de soutien qui auraient pu les aider, de la part de la famille, par exemple? Ben, je sais qu'en Matawini, le transport est problématique. Par exemple, un jeune nous expliquait que le soutien scolaire qui se donnait les midis avait été transféré les soirs après l'école, ce qui fait que plusieurs jeunes qui devaient prendre l'autobus, qui n'avaient pas des parents qui pouvaient les véhiculer, ben, ont dû quitter l'aide, le soutien académique. Fait que ça, c'est un problème aussi, c'est de prendre des décisions sans tenir compte du contexte familial aussi, là. Si on est pour offrir du soutien académique en fin de soirée, en fin d'école, ben offrons les transports qui vont avec, Mhm. par exemple. Je prends beaucoup de notes de tout ce que tu dis. Donc, je poursuis, je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, Alors, une autre ici, malgré une majorité de jeunes issus d'un milieu familial aux prises avec certaines problématiques, les jeunes ciblent que l'école au niveau du support et du manque d'acquis. C'est parlant, mais décourageant et démontre qu'il y a beaucoup de travail à faire et il faut commencer dès le début du primaire. Donc ici, je pense que c'est plus un commentaire. Donc, question, est-ce que tu as, un commentaire à faire sur ce commentaire-là, Marie-Chantal? Ben, je pense que, tu sais, accumuler des retards, à un moment donné, ça fait juste dévaloriser les jeunes et c'est pas bon pour personne, là, parce que, comme je disais, là, quand tu arrives à 26 ans avec, on te dit, ben, tu retournes en deuxième année du primaire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Tu peux pas travailler comme ça. Faut qu'on empêche les jeunes d'accumuler des retards académiques comme ça, puis qu'on mette tous les moyens en place pour qu'ils puissent rejoindre les groupes normaux, là, puis normal, je dis ça entre guillemets, là, mais les classes spéciales, ça mène à des qualifications qui sont plus ou moins pertinentes en termes d'emplois rémunérés. C'est plutôt des emplois précaires euh, et des emplois qui vont les mettre dans des situations où ils n'auront pas des salaires adéquats là, pour assurer leur survie. D'accord. Une autre question ici. Je pense que c'est plus un commentaire. Donc, au secteur professionnel, nous sommes très affectés par le décrochage en temps de rareté de main-d'œuvre. Nos élèves quittent avant de terminer pour gagner rapidement des dollars. L'avant-pandémie a été pas mal catastrophique. Est-ce que tu veux commenter ça ou est-ce que je me demandais si tu avais encore des liens justement avec les décrocheurs que tu as interrogés là, depuis la Non, pandémie? Non? non, mais je sais que tout ce qui est, il y a eu une espèce de mouvement de masse là, au niveau des jeunes qui étaient en partiellement en virtuel, que plusieurs se sont dit, ben, on va aller aux adultes tant qu'à être au virtuel. Et ça a fait une espèce de mouvement de masse qui fait en sorte que aux adultes là, sont
complètement débordés. Moi, j'ai une amie là, qui travaille, est rendue avec 200 cas. Là. Suivre 200 jeunes par virtuel, c'est complètement inadéquat. Là. C'est sûr que tu en échappes plusieurs. Et on sait que aux adultes, c'est vraiment le dernier rempart là, avant la fin. Si les jeunes ont une mauvaise expérience aux adultes, c'est fini. Là. Ils retourneront plus aux études. Là. Fait que c'est vraiment important, moi, je pense, dès le primaire, de cibler les jeunes qui ont des difficultés, puis de les accompagner dans leurs difficultés, puis peut-être aussi d'élargir, de ne pas avoir une perception juste scolaire, mais d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'ils ont des difficultés. Ça peut être familial, ça peut être contextuel aussi, ça peut être quelque chose qui est ancré, mais ça peut être aussi quelque chose de situationnel. Donc, si on peut aider les familles à s'en sortir, ben, on va aider les jeunes à s'en sortir aussi. Là. Un autre commentaire ici, merci, très intéressant. Je dois vous quitter, je vais lire votre mémoire. Donc, voilà, une lectrice de plus pour tes études. Tout à fait, je suis bien d'accord. Très intéressant. Ces résultats, ça nous amène sur d'autres perspectives. Un commentaire ici au CMS, nous avons une CFTE qui offre soit des horaires adaptés, des programmes d'alternance travail-études, etc. Donc, voici un... Attendez, je ne veux juste pas me tromper. OK, donc je ne veux pas répondre deux fois à des questions. Là, je m'assure de juste bien sélectionner les questions. Ensuite, ici, donc une question, vois-tu de ramener maître-apprenti? OK, alors, est-ce que tu verrais, Marie-Chantal, comme une solution ou comme une partie de la solution de ramener entre guillemets, le maître-apprenti pour enseigner un métier? Est-ce que selon toi, ça pourrait être une solution envisageable? Oui, je pense que oui. Et aussi les écoles alternatives, là, comme la maison familiale rurale, qui était une espèce d'hybride entre 2 semaines d'études, 2 semaines de travail. Par contre, il faut adapter, parce que le problème avec les MFR, c'est que le jeune a 2 fois moins de temps pour faire ses études, mais c'est le même cursus qu'il doit accomplir. Fait que là, on demande à des jeunes qui sont potentiellement décrocheurs d'avoir 2 fois plus de travail dans les semaines qui sont à l'école et 2 semaines en stage pour aller s'approprier là, la théorie. Fait qu'il faut qu'on adapte les contenus scolaires si on fait. Mais la méthode d'apprenti, moi, je pense que c'est la solution. C'est pour ça que je disais qu'il faut impliquer les entreprises. Il faut que les entreprises participent là, à la scolarisation des gens. D'accord, je regarde ici une autre question. Alexandra, une voix de l'au-delà qui te parle. Oui. En fait, il y a une question dans le conversé, dans le chat, qui n'a peut-être pas été répondue en lien avec l'intimidation. Il ne me semble pas l'avoir entendue. Attends, je ne la vois pas. C'est Nathalie, tu repères. Nathalie, OK, attends un petit peu. Ah, dans le chat, attends un petit peu, je vais juste être sûre. Excusez-moi, hein, je me balade là, dans tous les commentaires. Bon, Est-ce beaucoup que de Caroline commentaires. pourrait la poser? Ah, est-ce que c'est celle, en fait, celle sur les... Ben, oui, peut-être Caroline, si tu la vois. Ah, l'accompagnement, sur l'accompagnement individuel, Non, peut-être il y c'est avait une celle-là. question qui disait, quand vous parlez d'intimidation, Je la est-ce vois que pas. des cas ont été suivis par un intervenant de l'école ou de la commission scolaire? Bon, ben, merci Caroline, je ne vois pas la question, donc Pardon? peut-être la répéter s'il te plaît, En fait, elle Caroline. demandait si, quand vous parlez d'intimidation, est-ce que des cas ont été suivis par un intervenant de l'école ou de la commission scolaire? Je ne saurais pas dire. Mais j'imagine que oui, parce qu'il y a des cas où c'était vraiment de la violence physique assez impressionnante. Là. Par exemple, une jeune qui s'était fait coincer dans une cafétéria et on l'avait écrasée entre les tables. Là. Fait que je pense que j'imagine que ça devait être noté quelque part là, qu'il se passait ça. Et puis, au niveau de mon expérience en maison de jeunes, moi, j'ai plusieurs jeunes qui subissent de l'intimidation de façon régulière et répétée. Et malgré tous les plans de lutte, ça demeure, ça persiste. Et les solutions ne sont pas très miraculeuses, je dirais.
Souvent, on va leur dire, ben viens dîner avec la TES. Ben là, c'est une façon encore plus d'être stigmatisé. Là. C'est ce genre de comportement qui fait qu'il n'y a pas d'intégration avec les pairs. Fait que je ne sais pas, oui, je pense que oui, il y a eu des suivis, mais je pense qu'on n'est pas dans les bonnes voies là, pour empêcher ça, ou je ne sais pas trop comment prendre ça, c'est pas évident. D'accord, merci Marie-Chantal. Donc, je fais un autre tour. Je pense qu'il y a une autre question qui vient de rentrer ici. OK, ça c'est bon. Si jamais, Caroline, tu vois d'autres questions là, que j'aurais En fait, il y a 2 questions dans échappées. le Q&R, si tu vas aller voir dans le Oui, OK, j'en vois une. Moi, j'en vois une ici. Donc, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce qu'est une maison familiale rurale et combien il y en a dans la Naudière et où? Donc, est-ce que tu seras en mesure de répondre à ça, Marie-Chantal? En fait, si je ne me trompe pas, le modèle vient de la Côte-Nord ou de la Gaspésie. C'est une école où les jeunes demeurent en résidence et c'est une alternance 2 semaines à l'école, 2 semaines en stage. Donc, moi, j'enseignais là, en production laitière parce que c'est une autre de mes fonctions. J'étais agricultrice pendant plusieurs années. Le jeune apprenait la théorie et pendant 2 semaines, allait expérimenter sa théorie là, en stage chez un producteur. Et il demeurait là, nuit et jour chez le producteur. Donc, il partait de la maison familiale, s'en allait rester chez le producteur et là, vivait avec lui la vie de la ferme pendant 2 semaines. Donc, en alternance comme ça. Le problème étant que pour une MFR, il y avait 4 commissions scolaires qui la géraient parce qu'il y avait des DEP en agriculture, en foresterie, en hôtellerie. Et ça, c'est celle que je vous parle, là, que je connais davantage, c'est celle de Saint-Alexis-des-Monts. Malheureusement, elle a fermé. Il y en avait une à Rawdon qui était sur le point d'ouvrir, en hôtellerie, restauration, je crois, qui, je ne pense pas qu'elle l'a ouvert non plus. Je pense que la contrainte de l'hébergement est problématique. Fait qu'il faut voir, il faudrait peut-être adapter le modèle pour que des jeunes à l'externe puissent aussi profiter là, de ces alternances-là. Et comme je disais, la MFR, si par exemple, moi, je donnais un cours de comptabilité, bien, des jeunes qui ont de la difficulté à l'école se tapaient un cours de comptabilité pendant 8 heures. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est assez intense. Donc, il faudrait soit alléger, soit permettre aux jeunes là, d'avoir un cursus moins lourd ou à plus long terme. D'accord. Un commentaire ici en lien avec l'importance de diversifier les interventions, de davantage les personnaliser. Le milieu communautaire est un acteur important qui pourrait faire la différence. Tu es certainement d'accord avec ça? Oui, tout à fait, sauf que, encore là, pour y arriver, il faut un partenariat qui soit réel, c'est-à-dire un partage des connaissances. On a des problèmes au niveau les organismes communautaires. La plupart ont des problèmes à entrer dans les institutions. Il y a un manque de reconnaissance de notre expertise et tout ce qui est des problèmes de confidentialité aussi. Je vous donne un exemple. À la Maison des jeunes, on nous réfère souvent des jeunes parce que c'est intégré dans leur plan d'intervention, mais nous, on ne le sait pas. On reçoit un jeune qui a des défis particuliers, mais on ne sait pas c'est quoi. Donc, on peut travailler à mettre du sable dans l'engrenage sans le savoir. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, il faudrait s'asseoir avec les institutions, organisations communautaires et travailler vraiment en partenariat pour le bien des jeunes. D'accord. Une autre question ici, Marie-Chantal. Crois-tu que nous devrions intégrer la communication non violente dans le curriculum de toutes les écoles dès le primaire? Je ne sais Bien, pas il y a si tu es d'ailleurs déjà... des écoles, je ne me souviens pas de l'appellation, mais il y a des écoles où c'est leur mode de vie est basé sur la non-violence. J'ai juste Brundtland dans la tête, mais ce n'est pas celle-là. Brundtland, c'est les écoles vertes, mais il y a des écoles toutes unies contre la violence, quelque chose comme ça, en tout cas. Des modèles où, justement, on apprend aux jeunes à gérer des conflits de façon positive, à s'exprimer de façon constructive, oui, avec tout ce qui est communication non violente, résolution de conflits, pacifique, etc.
C'est vers le Pacifique. C'est ça le modèle des écoles. Et évidemment, là, si les écoles sont autonomes dans le choix de ce qu'ils veulent réaliser, mais c'est des modèles qui sont disponibles et qui fonctionnent. Oui, d'ailleurs, la deuxième partie de la question, là, c'est moi qui ne l'ai pas vue, mais la dame qui a posé cette question-là sur la communication non violente voulait faire référence justement à une solution probable pour résoudre l'intimidation. Donc, tu serais d'accord pour dire Tout à fait. que Tout tout à ça fait. Et pourrait puis, aider? tu sais, même à la limite, le savoir-être, c'est ce qui manque aux jeunes. Les écoles, je comprends qu'ils ont un cursus académique, mais il y a aussi tout le savoir-être, la philosophie qui pourrait être pertinente pour les jeunes, parce que mieux être dans sa peau, c'est mieux être avec les autres. Alors ici, une autre question. Il faut un commentaire. Il faut concrétiser réellement l'approche école, famille, communauté. On en parle depuis de nombreuses années. Tout à fait. Tout à fait. C'est la solution. Puis, tu sais, c'est pas une question de cibler le coupable parce que des familles, moi, j'en vois plusieurs qui sont complètement dépassées et qui sont à bout de souffle, là. Tu sais, quand ça fait 6 ans que ton jeune te reçoit des appels à tous les jours pour dire qu'il y a un comportement qui ne fonctionne pas, à un moment donné, tu baisses les bras, puis je comprends que tu baisses les bras parce que tu n'as pas juste ça à gérer, tu as des grandes familles, souvent, tu as des précarités au niveau financier aussi. Là. En tout cas, je pense que le support de la famille, c'est super important. Une question ici, comment nous assurer que les emplois offerts dans les entreprises soient de qualité pour éviter de créer des difficultés économiques chez les travailleurs? Première question. Et d'après vous, d'après toi, Marie-Chantal, est-ce que notre région offre des conditions salariales adéquates qui incitent à la persévérance scolaire? Bonne question, ça aussi. Donc, je peux peut-être te répéter la première question. Comment s'assurer que les emplois offerts dans les entreprises soient de qualité pour éviter de créer des difficultés économiques chez les travailleurs? Ah mon Dieu, c'est une bonne question. Je ne serais pas en mesure d'y répondre, honnêtement. Moi, je prône un revenu minimum garanti, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Pour ce qui est des entreprises, de la même façon qu'on ne doit pas culpabiliser les familles, on ne doit pas culpabiliser les entreprises. Ils ont aussi un but dans la vie, là, c'est de faire du profit pour le réinvestir. Par contre, moi, je pense qu'au niveau de l'impôt, on devrait changer les modes d'impôt puis imposer les entreprises qui offrent des mauvaises conditions à leurs employés plutôt que ceux qui font plus de profit. Alors, plus tes employés ont une qualité de vie puis ont des conditions salariales intéressantes, moins tu devrais t'imposer comme entreprise. Je pense que ça pourrait être une option, mais je ne suis pas une politicienne, je ne suis pas une économiste non plus. Là, je ne sais pas trop. Et est-ce que tu penses que notre région offre des conditions salariales adéquates qui incitent, attends un petit peu, j'ai perdu, la question est disparue, qui incitent à la persévérance scolaire? Donc, c'était la deuxième partie de la question. Est-ce que tu es un petit peu au courant je ne sais pas, des conditions justement des décrocheurs qui sont partis vers des emplois, de quel type d'emploi ils occupaient? Ben, en fait, encore là, généralisation au niveau de la région, ce que j'ai démontré, c'est que la région, ce n'est pas uniforme. Il y a des modèles différents selon les MRC. Plus on se rapproche de Montréal, plus on est du côté métropole et plus on s'éloigne, on est plus en milieu rural où les emplois qui fonctionnent vont être plus la foresterie, l'agriculture et ce genre de choses-là. La société, c'est un modèle, c'est des interrelations entre différents modèles. Donc, il faut travailler dans l'ensemble. Est-ce que la région offre des bons emplois? Oui et non, parce qu'il y a encore des emplois sous-payés, il y a encore des gens qui travaillent à temps plein et qui vont qui vont chercher des paniers alimentaires. Je pense qu'il y a tout ça, il y a tout ça dans la Nodière. C'est sûr que plus tu es diplômé, plus tu as des chances d'avoir des meilleures conditions de travail. Mais encore là, on sait que quand tu as des diplômes en sciences humaines, ben, tu n'as pas nécessairement les salaires qui sont associés à toute la scolarité que tu as fait. D'accord. Je vais revenir dans le chat. Il y a des commentaires qui ont été écrits tout à l'heure. Donc,
Laisse-moi juste voir, je vais être certaine de ne pas répéter ce que j'ai déjà souligné tantôt. L'accompagnement en individuel au secondaire est de moins en moins présent. Les besoins et les demandes urgentes les besoins et les demandes urgentes ne cessent d'augmenter et le manque de ressources est criant. Ça, c'est un commentaire. Très bonne présentation, bravo, merci, bravo, bravo. Donc, plusieurs commentaires positifs. Il y a de plus en plus de conciliation, études de travail de la part des centres de formation professionnelle dans la région, de mode dual également qui permettent de travailler et d'étudier à la fois. Donc, commentaire ici. Intéressant, merci, tout à fait d'accord avec vous. Marie-Chantal, je crois sincèrement qu'en faisant des enfants qui s'estiment, qui sont plus forts et plus solides dès le primaire, que nos jeunes rendus au secondaire seraient aussi plus forts. Donc, un autre commentaire ici. MFR du granit est la première au Québec. Effectivement, il y a eu projet de MFR en Matawini en 2012, mais malheureusement, elle n'a pas ouvert. Ça prend beaucoup de partenariats. Quand le savoir-être est là et toutes ses formes, sera enseigné le savoir-faire. Attendez, je dois me reprendre. Quand le savoir-être et toutes ses formes sera enseigné, le savoir-faire suivra. D'accord, OK. Je pense qu'on a fait le tour de tous les commentaires dans le chat. Je vais juste refaire, si tu permets, un autre petit tour dans les questions. Je vois quelque chose de J'aimerais nouveau juste qui apparaît. ajouter, Alexandra, tu sais que Oui. dans les pays où la performance scolaire est assez impressionnante, on a aussi une reconnaissance des enseignants. C'est un métier qui est valorisé, c'est un métier qui est bien rémunéré. On aborde la même importance aux enseignants qu'aux médecins. Puis ça, c'est une problématique ici où on ne reconnaît pas là, la valeur de ces enseignants-là et de tout le personnel là, qui s'occupe de nos jeunes, que ce soit en CPE ou à l'école. Parce que le CPE fait partie aussi, moi, je pense, de la scolarité. Il y a des apprentissages qui se font là, qui ne se font pas ailleurs. Là. Et on le voit quand les jeunes n'ont pas fréquenté les CPE, qui arrivent à la maternelle, on voit toute la différence. Il y a une question ici, Marie-Chantal, qui vient d'arriver, que je trouve aussi encore une fois intéressante. J'avais noté moi aussi quelque chose par rapport à ça. Donc, la question, c'est, tu as questionné le mot persévérance à partir des réalités des jeunes interviewés. Par quel mot pourrais-tu remplacer? Donc, par quel mot pourrait-il être remplacé selon toi? Ben, moi, j'irais plus dans la réussite éducative, mais au sens large. Une réussite éducative qui ne touche pas que le milieu scolaire, mais qui va beaucoup plus loin que, dans le fond, que chaque individu ait la capacité d'apprendre des choses au fil de sa vie et que ce soit en continu. Donc, c'est la réussite éducative qu'on veut et au sens large du terme, pour que tout le monde ait accès à devenir meilleur, en fait, dans peu importe quel domaine. J'ai une autre question ici. De nouveaux messages. Oui, quelqu'un qui dit donc l'importance d'agir tôt. Voilà. Donc, OK, je pense que ça fait le tour. Si j'ai deux endroits là, où je vérifie là, pour être certaine, donc dans le chat puis dans les questions-réponses. Ah, je pense qu'il y a quelque chose qui est rentré ici. Non, OK, ça semble bon. Alors, je pense que de toute façon, il est 1h26. Donc, j'ai trouvé très intéressant cette période de questions. Merci à tout le monde là, qui avait su poser des questions très intéressantes. Ça a alimenté le débat aussi. Donc, en terminant, donc peut-être une petite annonce à vous faire. Donc, nous, au début de la rencontre, j'ai dit que ça allait être certainement un sujet très intéressant, d'autant plus que c'est un sujet qui est relativement peu étudié. Donc, comme tu l'as dit aussi, Marie-Chantal, là, dans la recherche s'intéresse beaucoup au coût du décrochage. Hein, par exemple, combien coûte un décrocheur à la société.
mais s'intéresse un petit peu moins à la relation entre l'économique et le décrochage. Donc là, tu l'as bien montré aujourd'hui. Et puis nous, ce qu'on a décidé de faire au Créval, et puis donc je l'annonce à ceux qui sont là aujourd'hui, c'est qu'on a décidé d'exploiter un petit peu plus donc le mémoire de maîtrise de Marie-Chantal. C'est-à-dire que le webinaire qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'était une première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on travaille sur un projet de BD documentaire, donc un très court projet de BD documentaire qui visera à mieux faire connaître qu'est-ce que c'est finalement une expérience de décrochage ou comment on peut arriver au décrochage scolaire. Et ça, on pense bien le lancer quelque part à l'automne, donc on est très, très avancé. On prévoit le lancer donc soit en septembre ou en octobre prochain au plus tard, donc vous serez bien sûr tenu au courant. Donc, ce sera un peu une suite là, aux travaux de Marie-Chantal. Donc, est-ce que Marie-Chantal, tu as un petit mot de la fin Ben, avant que je remercie tout le monde? j'aimerais remercier tout le monde et particulièrement les jeunes qui ont accepté là, de me partager leur vie malgré des vies qui sont difficiles. Ils ont été très honnêtes avec moi et je leur remercie d'avoir fait cette démarche. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la plupart m'ont dit que ils m'ont remercié d'avoir fait cette démarche aussi parce que ça leur permettait d'avoir un recul sur leur vie et de mieux comprendre là, tout leur cheminement. Alors, ben, merci à tous, puis en espérant qu'un jour, on mette les jeunes à l'avant-garde. Merci. Puis, un dernier commentaire là, qui vient de rentrer, quelqu'un qui nous dit qu'il y a beaucoup de travail sur la planche. Donc, je pense que on le sait bien. Alors voilà, on va s'arrêter ici, 1h28, donc on est dans les temps. Je voudrais une fois de plus donc, te remercier, Marie-Chantal, remercier bien sûr tous nos précieux partenaires, remercier notre partenaire principal pour cet événement qui était le Centre régional universitaire de la Naudière. Donc merci aux participants et puis donc on vous dit à bientôt. Merci.